Bonsoir à tous, et merci d'être ici avec moi ce soir. Et si la personne que vous aimiez le plus au monde se révélait être votre pire ennemi? Pas une trahison banale. Une trahison froide, méthodique, répétée des centaines de fois, pendant des années, sous votre propre toit. Et vous? Vous ne vous doutiez de rien. Abonnez-vous, laissez un like si cette histoire vous touche, et surtout, partagez vos impressions en commentaire. Votre soutien est précieux pour faire vivre cette chaîne. Je m'appelle Vincent Delacour, j'ai 42 ans, et ce soir-là, ce foutu jeudi soir de novembre, j'avais juste envie d'oublier. J'étais dans ce bar miteux du quartier de Vèze, le genre d'endroit où le whisky sent le désespoir et où les néons n'éclairent plus rien depuis longtemps. Le genre d'endroit qui ne pose pas de questions. J'étais seul, comme souvent ces derniers temps. Mon alliance alourdissait ma main comme une chaîne invisible, et pourtant, je n'arrivais pas à l'enlever. J'observais la glace dans mon verre, comme si elle pouvait me donner les réponses que je refusais de formuler. Et c'est là qu'il est apparu. Julien Morel. Je ne l'avais pas vu depuis presque 10 ans. Un ancien collègue, à l'époque où je travaillais encore dans l'ingénierie. Un type brillant, un peu instable, mais loyal à sa manière. On s'est reconnus, échangé un sourire fatigué, et il s'est assis à côté de moi sans un mot. Le silence entre nous était presque confortable. Mais au bout de quelques minutes, il a sorti une photo froissée de sa poche. Il l'a posée sur le comptoir, face contre bois. Puis il a murmuré, d'une voix rauque. « J'ai vu quelque chose. Quelque chose que tu dois savoir, Vincent. » Mon cœur a raté un battement. Je l'ai regardé. Il avait le regard fuyant, comme un homme qui regrette déjà ce qu'il s'apprête à dire. J'ai retourné la photo. Et là, tout a basculé. C'était Élodie. Ma femme. Ma complice depuis 12 ans. La femme avec qui j'avais construit une vie, des projets, des souvenirs. Sur la photo, elle souriait, mais pas à moi. Elle embrassait un homme. Pas une étreinte amicale. Une étreinte charnelle. Intime. Répétez. Je suis resté figé. Julien a repris la parole, comme s'il fallait enfoncer le clou. Ce n'était pas qu'un moment volé, mec. C'est régulier. Très régulier. Tu veux vraiment savoir? Je ne sais pas pourquoi j'ai hoché la tête. Peut-être parce qu'au fond de moi, quelque chose était déjà mort. Et ce qu'il m'a dit ensuite, je ne l'oublierai jamais. Il m'a parlé de chiffres. Pas des sentiments. Pas des regrets. Des chiffres. Il m'a dit qu'Élodie voyait cet homme environ 18 fois par mois. Que cela durait depuis plus d'1 an. 180 fois. Peut-être plus. Il avait fait les comptes. Il avait même des preuves. Vidéos. Messages. Horaires. Tout était structuré, organisé. Elle avait un emploi du temps parallèle. Une autre vie. Je suis sorti du bar sans dire un mot. Il pleuvait. Une pluie fine, froide, qui ne lavera jamais ce que je venais d'apprendre. Mon monde venait de s'effondrer. Mais ce n'était que le début. Je me souviens du trajet du retour comme d'un tunnel sans lumière. J'ai roulé sans savoir où j'allais. J'ai dépassé l'entrée de l'immeuble 3 fois avant de me résoudre à me garer. La pluie s'était transformée en crachin poisseux, accroché aux vitres comme à mes pensées. Dans l'ascenseur, le miroir me renvoyait un visage que je ne reconnaissais plus. Les cernes, les joues creuses, les yeux vides. J'étais en train de devenir un homme que je n'avais jamais voulu être. Quand j'ai poussé la porte de l'appartement, Élodie était dans la cuisine. Elle chantonnait en préparant du thé, comme si de rien n'était. Cette image m'a donné la nausée. Comment pouvait-elle être aussi calme? Comment pouvait-elle exister dans cette paix feinte, alors que moi je m'écroulais à l'intérieur? Elle s'est retournée, m'a souri et m'a demandé si j'avais passé une bonne soirée. J'ai menti. Oui. Oui, très bonne. Un peu fatigante. Rien d'anormal. Et elle, rayonnante, a continué à parler de banalité. Le voisin du dessus avait encore laissé son chien aboyer toute la journée. Le facteur s'était trompé de boîte aux lettres. Le boulot devenait pesant. Elle allait peut-être demander quelques jours de congé. J'ai hoché la tête à chaque phrase, comme un pantin désarticulé. En moi, c'était le chaos. Mais je savais que je devais jouer le jeu.
Ne rien montrer. Observer. Ce soir-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté dans le salon, assis dans l'obscurité, à fixer les murs comme un prisonnier sans issue. Vers 4 heures du matin, je suis allé fouiller dans notre placard à documents. Je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être une trace. Une incohérence. Une facture. Une note. N'importe quoi. Et je l'ai trouvé. Un carnet noir. Un simple carnet Moleskine, rangé dans une boîte à souvenirs, entre des vieilles cartes postales et des photos de vacances. Les premières pages étaient banales. Liste de courses, pensées éparses. Mais plus j'avançais, plus les mots devenaient étranges. Codés, presque. Des initiales. Des heures. Des lieux. Et au milieu de tout ça, une clé USB. Scotchée entre 2 pages. Je l'ai glissée dans mon ordinateur avec des mains tremblantes. Le dossier s'est ouvert sans mot de passe. À l'intérieur, des vidéos. Des dizaines. Certaines floues. D'autres claires comme du cristal. Et là, le choc. Mon cœur s'est arrêté. Elle était là. Dans des chambres d'hôtel, des parkings, des appartements. Toujours avec le même homme. Toujours avec ce même regard. Ce regard que je croyais être réservé à moi seul. Je ne pouvais pas continuer à regarder. Mais je ne pouvais pas non plus détourner les yeux. Chaque fichier était une gifle. Une brûlure. Une trahison à vif. À l'aube, j'ai pris une décision. Je devais savoir jusqu'où ça allait. Je ne pouvais pas affronter ça seul. J'ai pensé à aller voir un avocat. Mais ce n'était pas encore le moment. Avant cela, je voulais une forme de vérité. Une vérité que même elle ne pourrait nier. Et pour cela, il me fallait l'observer. Pas comme un mari. Comme un enquêteur. Le lendemain matin, j'ai quitté l'appartement avant qu'elle ne se réveille. Je ne voulais pas la voir. Je ne voulais surtout pas lui parler. Chaque mot de sa bouche, chaque sourire aurait sonné faux. Mon esprit était déjà ailleurs, centré sur une seule chose, comprendre. Pas pour pardonner. Non. Pour détruire ce château de mensonges qu'elle avait bâti avec tant de précision. J'ai commencé par observer ses habitudes. Je me suis mis à noter ses heures de départ, ses itinéraires, ses vêtements. Tout. J'avais l'impression d'être devenu un étranger dans ma propre vie, un espion dans ma propre maison. J'ai acheté un petit dictaphone, que j'ai glissé dans la poche intérieure de son manteau. Un autre jour, j'ai installé une caméra discrète dans le salon, sous prétexte de tester un nouveau gadget professionnel. Et elle? Elle n'a rien vu. Rien soupçonné. Elle continuait à vivre comme si de rien n'était. À m'embrasser le matin. À me parler de ses collègues, de ses rêves. Elle avait même recommencé à évoquer l'idée d'un enfant. Cette audace m'a retourné l'estomac. Comment pouvait-elle envisager de me donner un enfant, alors qu'elle donnait déjà tout à un autre homme, en secret? J'ai décidé de prendre rendez-vous avec un thérapeute. Pas pour sauver notre couple, c'était déjà un cadavre. Mais pour m'aider à rester maître de mes émotions. Pour ne pas exploser. Pour ne pas céder à la rage. Le docteur Arnaud Hébert, un homme au regard doux mais ferme, m'a écouté pendant 1 heure sans m'interrompre. Puis il m'a dit cette phrase: « Ce que vous vivez, Vincent, n'est pas une rupture. C'est un effondrement. Et dans un effondrement, il faut d'abord protéger ce qui reste debout. » Cette phrase a résonné en moi pendant des jours. Et ce qui restait debout, c'était moi. Mon intégrité. Ma capacité à me relever. Et, surtout, ma lucidité. J'ai commencé à assembler les pièces. J'ai revu chaque vidéo. J'ai croisé les dates, les lieux, les tenues. J'ai dressé une chronologie complète. Mon propre dossier. Ma propre enquête. Et un soir, alors qu'elle croyait que je dormais, elle a quitté le lit, s'est changée dans le couloir, a pris son téléphone et est sortie. Il était 23h08. J'ai attendu 10 minutes, puis je l'ai suivie. Discrètement. À bonne distance. Mon cœur battait comme un tambour. J'avais les mains moites, la gorge sèche. Je n'étais plus l'homme trompé. J'étais devenu l'homme qui traque la vérité, à main nue. Elle a pris un taxi. Je l'ai suivie en voiture. Le trajet a duré 20 minutes.
Elle est descendue dans une ruelle peu éclairée, devant une porte bleue. Elle a sonné. Et il lui a ouvert. L'homme. Le même que sur les vidéos. Ils se sont embrassés longuement. Puis ils sont entrés. J'ai coupé les phares. Je suis resté là, immobile, pendant près d'1 heure. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais plus rien. Mais à cet instant précis, j'ai su. Ce n'était plus une question de trahison. C'était devenu une guerre. Une guerre froide. Silencieuse. Où celui qui savait, avait le pouvoir. Le lendemain matin, elle est revenue à la maison avec un croissant pour chacun, le visage détendu, presque lumineux. Comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas passé la nuit dans les bras d'un autre. J'ai pris le croissant. J'ai souri. Je lui ai demandé si elle avait bien dormi. Elle m'a répondu qu'elle avait eu un léger mal de tête et qu'elle était allée marcher un peu pour s'aérer. Elle m'a menti. Droit dans les yeux. Et je l'ai laissé faire. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Moi. Mon regard. Mon silence. Mon calme. Je n'étais plus blessé. J'étais en phase de construction. Et chaque détail qu'elle m'offrait, chaque mensonge improvisé, devenait un outil entre mes mains. J'étais en train de bâtir ma vengeance. Pas une vengeance brutale. Non. Une vengeance propre. Chirurgicale. Laute. J'ai contacté un avocat discret, maître Laurent Aubry, spécialisé dans les procédures de divorce complexes. Je lui ai exposé la situation, preuve à l'appui. Il n'a pas sourcillé. Il a simplement dit, nous allons attendre. Et frappé au bon moment. J'ai aimé cette phrase. Elle était froide. Juste. Efficace. À mon image, désormais. Entre-temps, j'ai continué à jouer le mari aimant. Nous sommes même allés dîner un samedi soir dans un petit restaurant italien. Elle riait beaucoup ce soir-là. Un peu trop, même. Était-ce la culpabilité? Le soulagement de me voir si normal? Ou l'orgueil de croire qu'elle contrôlait encore la situation? Je ne saurais jamais. Mais je me souviens de son rire comme d'un poison doux, qui m'envahissait les veines sans que je puisse l'arrêter. Puis, un jour, la faille est apparue. Une erreur. Une petite phrase, lancée à la volée, alors qu'elle pensait que je ne l'écoutais pas. Elle parlait au téléphone dans la salle de bain, croyant la porte fermée. Elle disait, oui, il ne se doute de rien. Il me croit. Comme toujours. Cette seule phrase a suffi à précipiter les choses. J'ai montré les vidéos à l'avocat. Je lui ai dit que j'étais prêt. Il a pris une grande inspiration et m'a dit que nous allions demander une audience pour la médiation. Non pas pour arranger les choses, mais pour les exposer. Pour révéler tout. Il a même conseillé de prévenir un détective privé, pour compléter le dossier. J'ai suivi ses conseils. Quelques semaines plus tard, nous étions tous les trois dans une salle impersonnelle, au mur blanc, au néon glacé. Élodie, maître Aubry et moi. Face à nous, un médiateur judiciaire. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. Elle me lançait des regards interrogateurs, parfois tendres, parfois méfiants. Puis, lentement, je lui ai tendu un dossier. Elle l'a ouvert. Ses mains ont tremblé. Page après page. Vidéo. Transcription. Photo. Date. Horaire. Au bout de 10 minutes, elle a posé les mains à plat sur la table. Son visage était devenu livide. Ses lèvres ne bougeaient plus. Elle savait. C'était fini. Le jeu était terminé. Et c'est là que j'ai prononcé ces mots. Tu m'as trahi. Mais tu ne m'as pas détruit. Maintenant, c'est moi qui écris la suite. Ce jour-là, je l'ai vu s'écrouler sans qu'aucun mot ne sorte de sa bouche. Pas un cri, pas une larme, juste ce silence dense, étouffant, celui des coupables pris la main dans le sac. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle croyait que son petit théâtre durerait éternellement. Mais la scène venait de s'effondrer. Et elle était là, seule au milieu des décombres, sans texte, sans issue. Le médiateur a tout sauté, mal à l'aise, puis a commencé à lire les conditions de la séparation. J'avais tout prévu, la garde exclusive de l'appartement, la répartition des comptes, même le chien, celui qu'elle avait insisté pour adopter mais dont elle ne s'occupait jamais.
Elle a tenté de protester, un murmure à peine audible, « c'est trop », je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai murmuré à mon tour, calmement, presque tendrement, « tu ne mérites pas mieux ». Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Ma justice. Elle a signé. La main tremblante. Sans même lire les dernières pages. Je crois qu'à ce moment-là, elle voulait juste fuir. Quitter cette pièce, quitter mon regard, quitter l'homme qu'elle avait humilié et qui, maintenant, l'écrasait de sa simple présence. Mais je n'en avais pas fini. Quelques jours plus tard, je me suis rendu chez le fameux homme. Celui avec qui elle m'avait trahi, encore et encore. Je ne voulais pas le frapper. Je ne voulais pas hurler. Je voulais le regarder dans les yeux. Le forcer à me voir. À voir l'homme qui l'avait trahi sans même le connaître. Il a ouvert la porte, surpris. Il a reconnu mon visage, sans doute grâce aux vidéos. Il a pâli. Je n'ai rien dit au début. Je lui ai simplement tendu une copie du dossier. Il l'a prise sans résister. Puis j'ai dit, elle t'a menti à toi aussi. Comme à moi. Ce que tu pensais vivre, ce n'était qu'une extension de son mensonge. Et je suis parti. Je ne voulais pas de confrontation. Juste une vérité de plus à semer derrière moi. Étrangement, ce soir-là, j'ai dormi. D'un sommeil lourd, profond, sans rêve. Mon corps avait lâché. Ma colère, elle, s'était transformée. Elle n'était plus toxique. Elle était directionnelle. Une force froide, nouvelle, tournée vers l'après. Et dans cet après, je n'étais plus un mari trahi. J'étais un homme libre. Brisé, certes, mais debout. Et c'était déjà immense. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Calme. Presque trop. J'ai repris le travail, réorganisé mes journées, vidé les placards, jeté ce qui portait son odeur. J'ai repeint la chambre en blanc, un blanc froid, chirurgical, comme si je voulais effacer jusqu'à la moindre trace d'elle sur les murs. Les amis posaient des questions, mais je restais vague. Ceux qui savaient me regardaient avec ce mélange de pitié et de respect silencieux. Je ne cherchais ni l'un ni l'autre. J'avais juste besoin qu'on me laisse respirer. Un matin, alors que je buvais mon café sur le balcon, une pluie fine a commencé à tomber. Une de ces pluies parisiennes, lentes, presque élégantes, qui ne mouillent pas vraiment mais qui pénètrent doucement sous la peau. Et je me suis surpris à sourire. Un vrai sourire. Pas large, pas triomphant. Un sourire de soulagement. Un sourire d'homme vivant. Car oui, j'étais vivant. Encore. Malgré tout. Malgré elle. J'ai repensé à tout ce chemin. À la nuit où Julien m'avait tout révélé. À ce foutu dossier. Aux vidéos. À son visage quand elle a compris que j'avais tout vu. Et je me suis demandé, à quel moment elle avait cessé de m'aimer. Si elle m'avait seulement aimé un jour. Cette question, je ne l'aurai jamais de réponse. Et étrangement, ça me va. Il y a des réponses qui ne guérissent rien. Ce soir-là, j'ai pris mon vieux carnet. J'y ai noté une phrase, simple, sans effet, je me suis perdu, puis retrouvé. Et je me préfère ainsi. J'ai refermé le carnet. Je l'ai rangé dans un tiroir. Je ne sais pas si je le rouvrirai un jour. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais ce que je sais, c'est qu'à présent, je ne marcherai plus jamais les yeux fermés. Je ne donnerai plus jamais à quelqu'un le pouvoir de me briser. Et si l'amour revient un jour sous une forme plus honnête, plus douce, je saurai le reconnaître. Et cette fois, je saurai aussi me protéger. Je suis seul, oui. Mais je suis libre. Et parfois, c'est tout ce qu'un homme peut espérer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.